Vous allez encore me supporter une vingtaine de minutes. Merci. Merci de me supporter encore une vingtaine de minutes pour les courageux qui sont restés ici. Je vois certains qui n'ont pas dormi ce soir et qui sont là cet après-midi. Donc merci d'être là. Et je vais essayer très rapidement donc de parler de la néphroprotection. Il y a quelques diapos que vous avez vus le matin. Je vais essayer de passer rapidement, mais au fait, je vais axer sur donc les derniers travaux qui ont permis de voir, disons, à quel moment il faudrait, ou à quelle cible de pression artérielle il faudrait faire arriver nos patients pour les protéger de l'insuffisance rénale chronique terminale. Alors, comme je l'ai dit ce matin, il y a deux façons donc de cibler ces malades ou de traiter ces patients qui sont hypertendus pour prévenir l'insuffisance rénale chronique terminale. C'est d'une part baisser leur pression artérielle, ça c'est le mot-clé qu'il faudrait. Alors, deux choses. Cibler une pression artérielle et quelle pression artérielle il faut cibler, premièrement. Deuxièmement, quelle molécule faut-il utiliser pour pouvoir justement avoir cette pression artérielle qui va nous permettre d'éviter l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale du patient hypertendu. Alors, j'espère, j'ai essayé donc de parler en attendant que je continue la conférence alors. Alors, il faut la réussir, voilà. Alors, est-ce qu'on continue son diapo? Alors, donc, comme je disais, alors, voilà, alors, enfin. Oui, parce qu'il y a quand même une diapo que j'ai oubliée. Vous voyez, j'ai une diapo qui est très importante, puisqu'il faut déclarer le conflit d'intérêts quand même, comme conseiller à Servier, qui est quand même, puisque ce matin vous avez assisté à un topo avec Servier. Alors, comme je disais, d'abord l'hypertension artérielle fréquente, prévalence mondiale 26% en 2020, pas en 2010, et 29% pratiquement en 2025. Principal facteur modifiable, ça c'est important. Ça, c'est important. Principal facteur modifiable de mortalité dans le monde et important facteur de progression de l'insuffisance rénale chronique. Pratiquement toutes les pathologies rénales peuvent se compliquer d'hypertension artérielle et c'est grave quand l'hypertension artérielle évolue pour son propre compte et évolue vers l'insuffisance rénale chronique. Alors, réduction de la pression artérielle chez les patients hypertendus. Le bénéfice cardiovasculaire, c'est certain. La protection rénale, oui, également. Mais le débat est actuellement sur les cibles de pression artérielle. Et disons, à la fin, il y a ce débat auquel j'ai fait allusion ce matin de recommandations entre les recommandations américaines depuis l'étude donc Sprint et les recommandations européennes. Bien sûr, c'est la définition de l'hypertension, les différents stades et les cibles thérapeutiques. Alors, que faut-il faire pour protéger le rein du patient hypertendu? C'est baisser sa pression artérielle. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas simple en pratique. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, selon les recommandations, qu'il faut cibler certaines pressions artérielles, un niveau de pression artérielle, pour une meilleure protection. On va le voir. Mais quelle molécule utiliser? Peut-être là, il y a moins de controverses. Parce que maintenant, on connaît un peu les molécules qui sont plus protectrices sur le plan rénal que d'autres. Et puis les nouvelles recommandations, en général, sont-elles adaptées à une telle néphroprotection? Alors, la prévalence, je vous en ai parlé ce matin, c'est l'étude Maremar. Pourquoi je parle toujours de l'étude Maremar? C'est l'une des études qui a été réussie parce qu'au fait, on a réussi à éviter tout ce qui est blouse blanche, tout ce qui pourrait donner de fausses hypertensions artérielles sur la multiplication des prises, sur le repos, etc., avant la prise de la pression artérielle. Et deuxième élément que je voulais vous montrer, c'est en fonction de l'âge, et regardez sur les patients qui sont âgés entre 56 et 70 ans, la prévalence qui peut atteindre 40%. Ça, c'est
quand même un chiffre important de prévalence de l'hypertension artérielle. Deuxième chose également, l'élément important, c'est que c'est un fort prédicteur d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Et cette étude, je vous ai montré ce matin, qui est l'étude de Clegg dans New England Journal of Medicine, et qui est assez ancienne, en 1996, à pratiquement 23 ans. Alors, regardez, c'est au-delà de 130 mm de mercure. Chaque augmentation de 10 mm de mercure augmente de façon exponentielle le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Et ça, c'est un élément important à prendre en considération dans le traitement. Il faut baisser les chiffres de pression artérielle. Et bien sûr, on est au maximum quand on laisse nos malades au-delà de 210 de systolique et 120 diastolique. Chez le diabétique, parce qu'on parle du patient hypertendu diabétique et non diabétique. Chez le diabétique, l'hypertension artérielle est fréquente. Et le risque rénal est d'autant plus important chez ces patients diabétiques lorsque coexiste une albuminerie. Et on sait que l'albuminerie est assez fréquente également chez le diabétique. Et regardez ici dans ce travail donc, de Bauer, dans l'archive de médecine interne, regardez que la pression, disons l'hypertension artérielle est moins fréquente chez les normoalbuminériques, elle est très fréquente chez les patients diabétiques qui ont une insuffisance rénale, et elle est assez fréquente où le risque est assez important lorsqu'il y a une macroalbuminérie. Donc la pression artérielle ou l'hypertension artérielle chez le diabétique est importante, et elle est souvent associée à un autre facteur d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale, qui est l'albuminérie. Donc, très attention chez le diabétique. Alors, les définitions des hypertensions artérielles, j'en parle, pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là, et depuis l'étude SPRINT, on nous dit, écoutez, attention, à partir de 120 et 80 mm de mercure, vous êtes au-delà, vous êtes dans l'hypertension artérielle. Et là, c'est quand même... Là, je vous rapporte quand même sur ce travail qui vient d'être publié en janvier 2019 sur les différentes définitions. Regardez depuis définition et objectifs thérapeutiques de traitement de l'hypertension artérielle. Regardez, depuis 1970, il y a eu pratiquement 25 définitions différentes et 25 objectifs thérapeutiques différents. Ça veut dire qu'on est dans l'évolution de traitement de l'hypertension artérielle sans avoir encore plutôt ou être arrivé à ce que l'on souhaite, éviter les complications cardiovasculaires et éviter les complications rénales. Alors, définition américaine, j'en ai parlé ce matin. Regardez, normal, c'est moins de 120, moins de 82 mm de mercure. Et au-delà, on commence déjà à parler de pression artérielle élevée et d'hypertension artérielle stade 1 à partir de 130 mm de mercure et 80 à 89 mm de mercure, stade 2, au-delà de 140 et 90. Mais regardez un peu, ici, lorsque vous voyez un peu quels sont sur quels disons, argumentation, ils ont défini cela et ils ont classé leur hypertension artérielle, on trouve quand même qu'il y a des études simplement observationnelles sur l'association hypertension artérielle systolique et diastolique et risque cardiovasculaire, et également quelques essais randomisés pour le traitement, quel traitement, et puis quelques études également quelques essais randomisés pour le traitement hypotenseur. Alors, cette définition, regardez ce qu'elle allait entraîner, ce qu'elle a entraîné. Quand les Américains ont changé les recommandations, regardez, on est passé pratiquement, si on compare le GNC7, qui définissait au-delà de 140-90 mm de mercure, on avait pratiquement aux États-Unis, ils avaient 72 millions d'hypertendus. Hypertension telle qu'elle est définie, on est passé pratiquement à 103. Il y a pratiquement 31 millions de plus d'hypertendus. Ça fait bien sûr la joie des sociétés qui vendent des médicaments antihypertenseurs. Mais heureusement que par la suite,
on nous dit, écoutez, il n'y a que 4,2 millions qui nécessitent un traitement pharmacologique. Le reste va surtout bénéficier d'un traitement ou de mesures hygiéno-diététiques. Alors, riposte aux recommandations américaines, les Européennes. Les Européennes restent sur 3 stades. D'ici, il y a 3 stades. Et puis, l'hypertension, c'est au-delà de la normale haute, c'est au-delà de 130 plutôt, 139. Et l'hypertension, c'est au-delà de 140. Stade 1. Stade 2, au-delà de 160, et stade 3, ou grade 3 plutôt, au-delà de 180, et ils définissent l'hypertension artérielle systolique. Bien, alors, comme je vous l'ai dit, hein, la définition dans les recommandations américaines commence à partir de là. Hein. Mais regardez, il y a surtout les mesures non pharmacologiques. Ou la thérapie non pharmacologique, c'est-à-dire les mesures d'hygiène. Ça commence à partir de 130. Parce qu'il faudrait savoir également, il faut qu'il nous donne à partir de quel niveau de pression artérielle devrons-nous commencer à traiter. C'est à partir de 130, 90, si il y a un risque de complications athérosclérotiques, cardiovasculaires, et le risque au-delà de 10%. Vous voyez qu'il y a bien sûr les mesures d'hygiène, mais également, surtout, on introduit ici le traitement hypotenseur. Les Européens, eux, sont plus pragmatiques et ils vous disent, regardez, ici, c'est très clair, quel que soit l'hypertension seule, soit associée aux comorbidités, que ce soit le diabète, la maladie rénale chronique, les atteintes coronaires, les AVC, c'est au-delà de 140 et au-delà de 90 mm de mercure. Et puis, bien sûr, le traitement de la diastolique, au-delà de 90 mm de mercure. Vous voyez que là, on a ajouté les patients octogénaires. Rappelez-vous ce qu'on nous a dit ce matin, notre ami Dominique Joly, que le tiers des patients dialysés en France, c'est des octogénaires. C'est au-delà de 80 ans. Et donc, ici, il faudrait que l'on sache quand même traiter ces patients. Au-delà de 80 ans, regardez, c'est au-delà de 160 qu'on commence le traitement. Alors, comment protéger? Premièrement, 3 principales mesures. Contrôle de la pression artérielle chez les patients qui ont une hypertension artérielle isolée ou hypertension artérielle avec diabète. Réduction de la protéinurie dans les hypertensions artérielles avec maladie rénale chronique et albuminurie, que ce soit chez les diabétiques ou non diabétiques, et puis les autres mesures, contrôle du diabète, sevrage tabagique, etc. Il faut surtout le traitement de l'anémie, favoriser l'exercice physique, etc. Bien, alors on va prendre point. Contrôle de la pression artérielle et déclin du débit de filtration glomérulaire. Je vous l'ai montré ce matin, je veux surtout que vous voyez ici, ça c'est la pression artérielle moyenne, 101 correspond à peu près à 130, 101 de moyenne, correspond à 130-85 mm de mercure. Lorsque vous êtes à moins de 130-85 mm de mercure, regardez combien perd votre malade. Il perd moins de 2 ml par minute par an. Si vous le laissez à 160 mm de mercure, il perdra 12 ml par minute et par an. Donc, il est clair qu'en baissant la pression artérielle et en s'approchant d'une pression artérielle normale, on gagne sur le DFJ. Alors, l'apport des mesures hygiéno-diététiques. L'apport des mesures hygiéno-diététiques chez des patients qui sont soit dans ce qu'appellent les Américains les pressions artérielles normales hautes, ou plutôt, c'est ça, les pressions artérielles normales hautes, et également les pressions artérielles également, appelées également par les Européens hautes. Les mesures hygiéno-diététiques, c'est la perte de poids, c'est une mesure hygiéno-diététique et surtout le régime de Dash qui permet donc de baisser la pression artérielle, et il est fait surtout d'activité physique, d'alimentation faite de fruits, de légumes, etc. et d'activité physique avec arrêt du tabac, etc. Tout ça
associé à la réduction donc, du sodium et à une supplémentation en potassium, donnerait une néphroprotection et diminuerait la pression artérielle. Il y a également les facteurs sociaux et modes de vie. Regardez ici, c'est un travail par Dunkel dans Kidney International en 2015, et regardez dans les facteurs sociaux et modes de vie, et Dominique Joly en a parlé ce matin. Il a dit, ceux qui feront une maladie rénale chronique, une insuffisance rénale chronique, il faut aller les chercher au niveau des régions de bas niveau socio-économique. Hein, disons l'absence de proximité médicale, etc., fait que ces patients, vous voyez que le niveau de vie et le niveau de vie et disons le bas niveau socio-économique, regardez si on voit par rapport à l'insuffisance rénale chronique et par rapport au décès, il augmente de façon significative lorsqu'il y a un bas niveau socio-économique, il s'améliore lorsqu'il y a un haut niveau socio-économique. Il y a également l'activité physique qui est là, l'arrêt de l'alcool également sur la maladie rénale chronique, le tabac plutôt sur le décès. Donc il y a quand même des facteurs sociaux et de mode de vie qui pourraient également baisser la pression artérielle et être néphroprotecteurs. Qu'il ne faudrait pas oublier dans notre prise en charge, parce que souvent on saute sur le traitement hypotenseur et on oublie de demander aux patients d'arrêter le tabac, l'alcool, de manger plus sain, d'arrêter un peu cette McDonaldisation de notre alimentation, et éventuellement ces régimes qui sont très caloriques mais qui ne sont pas énergétiques, disons de façon, ou plutôt qui n'apportent rien en matière d'apport protidique adéquat. Alors, protéger le rein de l'hypertendu diabétique, quelle cible thérapeutique? On va voir d'abord l'hypertendu et puis par la suite le patient à risque cardiovasculaire. Le diabétique, il est à lui-même à risque cardiovasculaire. Mais d'abord, pourquoi le diabétique? Parce que nous avons vu que l'hypertension est fréquente et l'albuminurie est fréquente. Donc deux facteurs qui pourraient faire évoluer ce patient vers l'insuffisance rénale chronique assez rapidement. Alors il y a cette étude, l'étude ACCORD. L'étude ACCORD qui a comparé en matière de cibles thérapeutiques deux groupes de patients diabétiques. Vous voyez, c'est à peu près 4733 diabétiques de type 2, suivis 5 ans, et on a comparé deux cibles thérapeutiques, à peu près 120, 64 mm de mercure versus 133, 70 mm de mercure à 1 an. Regardez la baisse de la pression artérielle, parce qu'on l'a fait et on l'a recherché cette baisse de façon intensive par rapport à la baisse conventionnelle. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un petit gain sur les AVC, mais regardez sur l'incidence de l'insuffisance rénale chronique. Regardez ici, si on compare sprint et on va voir sprint, accord intensif, le risque éventuellement et l'incidence de l'insuffisance rénale chronique ou de la maladie rénale chronique pour 100 patients est tellement importante, vous voyez, elle atteint pratiquement le chiffre de 3, elle devient significative, la même chose que pour sprint intensif. Donc, chez le diabétique, et là on va voir un autre élément, prédicteur encore également d'insuffisance rénale chronique si on cible donc des cibles bas, chez les patients diabétiques. Regardez, chez ces patients accord de façon intensive, le risque ajusté peut atteindre 5 fois si vous avez une protéinurie importante. Plutôt c'est une protéinurie faible.
S'il y a une protéinurie faible et vous êtes dans le traitement intensif, l'étude ACCORD montre la même chose que SPRINT, voire même plus sur le risque cardiovasculaire. Donc, l'étude ACCORD a été l'une des études qui a été prise comme modèle chez le diabétique. Et à partir de là, le traitement intensif n'était plus préconisé chez le diabétique et nous allons le voir dans les recommandations. Et surtout, vous allez le remarquer quand je parlerai de SPRINT, SPRINT a éliminé les diabétiques de l'étude SPRINT. Ils l'ont éliminé parce qu'ils ont estimé que ACCORD a apporté la réponse aux cibles basses chez les diabétiques. Donc chez les diabétiques, restons à des cibles, et on va le voir à quelle cible il faut rester, mais au-delà de 120 mm de mercure. Alors les recommandations chez les diabétiques, regardez les recommandations américaines, nous disent qu'il faut être à moins 130-80 mm de mercure. Et chez l'adulte avec diabète et hypertension, les IEC, les ARA2, doivent être considérés en présence d'une albuminerie. Ça, on le sait, et on l'a vu ce matin, la protection est meilleure quand on utilise une inhibition de système rénine-angiotensine. Les recommandations européennes, c'est déjà commencé, regardez, ne commencer que lorsque la pression artérielle est supérieure ou égale à 140-90 mm de mercure. Et baisser à moins 130, plutôt aller vers 130 mm de mercure. Baisser à 130 s'il y a une bonne tolérance du traitement. Et ne jamais baisser à moins de 120 mm de mercure. Les Européens sont plus clairs. Il est clair que chez le diabétique, il ne faut pas baisser moins de 120 mm de mercure, aller vers 130 sans baisser vers 120, et puis aller vers moins 80 sans baisser, plutôt moins 80, c'est ça pour la diastolique, et également ne pas dépasser 70 mm de mercure et utiliser l'inhibition de système rénine-angiotensine associée des diurétiques à des antagonistes calciques. Alors, il y a un élément dont je voudrais parler parce que souvent on vous en parle, les laboratoires et les sociétés donc pharmaceutiques qui vendent les antihypertenseurs, notamment chez les diabétiques, ils vous disent, et il y a même des études qui ont été faites il y a quelques années qui nous ont dit, alors pourquoi attendre que la microalbuminerie apparaisse chez le diabétique, traitée par un IEC en ARA2 avant qu'elle n'apparaisse, et vous allez faire de la prévention de l'atteinte rénale chez le diabétique. Rappelez-vous, il y avait même une étude, l'étude Bénédicte, si vous vous rappelez, une étude qui nous disait, en utilisant l'inhibition de système rénine-angiotensine, on va prévenir la microalbuminerie et la maladie rénale chronique. Il est clair, maintenant, 2 grandes études ont été faites, l'une avec l'enalapril et losartan chez le diabétique de type 1 qui était comparé à un placebo pour la prévention de la microalbuminerie. Regardez, le placebo fait mieux que l'enalapril et plutôt que le losartan est à peu près la même chose que l'enalapril. Donc ça ne sert strictement à rien de se dire qu'on va prévenir la microalbuminerie ou l'albuminerie chez le diabétique en donnant avant l'apparition de cette albuminerie. Les recommandations américaines de diabétologie ont bien précisé cela. Les indications des IEC, des ARA2 chez les diabétiques à pression artérielle normale ne sont indiquées que lorsque apparaîtrait une albuminerie. Une même étude, mais qui a cette fois-ci condésartan et placebo, regardez, pas d'effet. Baisser la pression artérielle chez le patient hypertendu ayant une maladie rénale chronique ou une albuminerie, quelle cible thérapeutique? Là, par contre, regardez le nombre de travaux qui ont été faits. Avant ACCORD, SPRINT et OP3, il y avait ADVANCE, il y avait ASC, il y avait RHIN, il y avait MDRD, et MDRD étant la seule étude qui avait montré qu'en baissant la pression artérielle, regardez, il y avait 2 cibles de pression artérielle, 125, 140, chez les patients qui avaient une insuffisance rénale chronique au-delà du stade 3, l'étude était positive si la protéinurie était au-delà de 1 gramme. Donc, et c'est la seule étude MDRD qui a été positive. Et rappelez-vous, les recommandations GNC6
Et les Kadoki américains nous disaient, c'est là où on a baissé la pression artérielle à 85 mm de mercure à partir, mais c'est une étude post-hoc. Et donc, les recommandations GNC6 et Kadoki ont préconisé de baisser la pression artérielle à 125-75. Mais délaissé après, vu qu'il n'y avait pas assez de preuves, et c'est tout, c'était une étude post-hoc, pour garder le niveau de pression artérielle à 125-75 mm de mercure. Et puis il y a l'étude SPRINT. L'étude SPRINT, c'est une étude multicentrique, 102 sites cliniques aux États-Unis et financée par le gouvernement. Ce n'est pas une société donc pharmaceutique. Entre novembre 2010 et mars 2013, l'objectif principal, évaluer le contrôle intensif de pression artérielle moins 120 et 140 mm de mercure pour réduire les événements ou l'incidence des événements cardiovasculaires. Les critères, je vais vous montrer surtout les critères d'exclusion, AVC, diabète, polykystose. Pourquoi polykystose? Parce qu'il y a une étude qui est en train d'être faite sur l'hypertension artérielle chez le polykystique et l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Et puis, regardez, ils ont éliminé les patients qui ont une protéinurie au-delà de 1 gramme, alors qu'il fallait les laisser, et les DFG moins de 20 ml par minute. Alors regardez, le risque cardiovasculaire, bien sûr, il y a une baisse sur le risque cardiovasculaire en ce qui concerne l'intensive, mais je voulais vous montrer surtout l'atteinte rénale et les autres manifestations ou les effets secondaires. Les hypotensions qui étaient fréquentes, lorsqu'on traitait de façon intensive chez les patients qui avaient une maladie rénale chronique et ceux même qui n'avaient pas une maladie rénale chronique, des troubles électrolytiques et surtout des insuffisances rénales aiguës chez ces patients. Alors, là également, regardez que la baisse de façon intensive n'améliore pas le pronostic rénal chez des patients à haut risque cardiovasculaire. Ça, c'est une diapo qui a été utilisée par de communication au cours des journées donc, de l'ASN de 2018. Et regardez, dans une étude donc post-hoc, chez les patients qui n'ont pas de maladie rénale chronique et qui étaient inclus dans l'étude SPRINT. Regardez, la baisse au-delà de 40 mm de mercure entraînait un risque cumulatif très important d'évolution vers la maladie rénale chronique. 20 à 40, on était pratiquement entre 2 et 4%. Au-delà de 40, on est pratiquement au-delà de 10% de risque de faire une maladie rénale chronique. La même chose, regardez, si on compare ici dans l'étude SPRINT, le gain qu'on a sur le risque cardiovasculaire quand on a un traitement intensif. Et regardez, ici, il y a une baisse du risque cardiovasculaire. Par contre, il y a une augmentation du risque de maladie rénale chronique et d'insuffisance rénale aiguë. La même chose, en fonction ici, moins de 20 mm de mercure, entre 20 et 40, et au-delà de 40, plus on augmente la baisse de la pression artérielle, plus le risque de maladie rénale chronique est important. Bien, cela je passe. Disons que je voulais vous montrer cela. C'est également toujours des études qui se sont intéressées à l'étude SPRINT, post-hoc. Regardez ici, surtout sur l'évolution rénale, le risque qui est très important d'incidents rénaux lorsqu'il y a une baisse intensive. La même chose, traitement traitement standard et traitement intensif sur la fonction rénale. Il y a une nette diminution de DFG. Donc, il est très clair que chez les patients à risque cardiovasculaire, lorsqu'on veut bien sûr gagner sur le risque cardiovasculaire et lorsqu'on veut baisser la pression artérielle de façon importante chez ces patients, attention au risque rénal. Et donc la baisse de la pression artérielle ne devrait pas être
importante, moins de 120 mm de mercure ou moins de 130 mm de mercure si on voudrait protéger le rein. Et j'y arriverai au cours donc de la conclusion. Alors, néphroprotection, ça je l'ai montré ce matin. Je voudrais juste vous remontrer l'étude MDRD, et c'était la seule positive qui a montré qu'en baissant la pression artérielle de façon importante, on a un gain s'il y a une protéinurie, et plus la protéinurie est importante, plus le gain sur la fonction rénale est important. Et rappelez-vous de la méta-analyse de Jaffar qui a été faite après ces études, surtout l'étude ASC et l'étude MDRD. Et regardez ce que préconisait l'étude Jaffar, ou ce qu'elle a démontré l'étude ou la méta-analyse Jaffar. Si vous prenez un patient qui a au-delà de 160 mm de mercure, son risque d'évolution vers l'insuffisance rénale, dépasse très peu 1 si sa protéinurie est inférieure à 1 gramme. Si sa protéinurie est au-delà de 1 gramme, regardez le risque, il atteint pratiquement 8,5 de développer une maladie rénale chronique et de progresser sa maladie rénale chronique. Donc l'intérêt de baisser un peu plus la pression artérielle par rapport à ce qui est préconisé, c'est particulièrement quand on a une protéinurie. C'est démontré également dans cette méta-analyse. Chez les patients qui sont hypertendus mais qui n'ont pas de protéinurie, regardez, pas de gain du tout. Par contre, lorsqu'ils sont hypertendus avec protéinurie, regardez, le gain est assez important dans ces 3 études. Et en conclusion, on voit qu'il y a un gain à traiter plus ces patients. N'oublions pas les diurétiques. Justement, quand on veut baisser la protéinurie chez les patients qui ont une maladie rénale chronique et protéinurie, et ça a été démontré aussi bien dans cette étude de BMG en 2011 que la fameuse étude de Butter qui nous montrait que, regardez ici, lorsqu'on a un régime peu salé, la protéinurie est basse, on augmente le sel dans le régime des patients, la protéinurie augmente. Si on associe un diurétique, la protéinurie baisse. Et donc, il faut également céder des diurétiques lorsqu'on veut baisser la protéinurie des patients hypertendus. Bien, alors, en conclusion, que nous disent les recommandations? Les recommandations américaines nous disent qu'il faut être à moins 130-80 mm de mercure, c'est clair. Hein, il persiste et il faut être à moins 130-80 mm de mercure. Les Européens sont un peu plus... ils sont dans le retenu ici et ils nous disent, bien, ne commencez que lorsque vous êtes au-delà de 140-90, c'est une pression artérielle aux alentours de 130-139 de systolique et bien sûr ne pas baisser moins de 120 parce que vous allez le retrouver ici sur le résumé. Lorsqu'on a une maladie rénale chronique, restons aux alentours de 130 et surtout ne pas baisser au moins de 120 mm de mercure. Quelle molécule antihypertensive pour une meilleure néphroprotection? Je pense qu'on l'a vu ce matin. C'est l'inhibition de système rénine-angiotensine qu'on associera aux diurétiques ou aux antagonistes calciques, pour faire vite. Et puis, je voudrais, pour conclure, vous dire que baisser la pression artérielle chez le diabétique, ne pas être sur la baisse intensive, car le risque est important. Chez le patient à risque cardiovasculaire, il est clair qu'il faut baisser la pression artérielle, mais faire attention aux reins de vos patients. Et que dit Bakri ici sur un éditorial sur déjà les nouvelles définitions de la pression artérielle? Avant de vous parler de la conclusion, c'est bien sûr, il faut être agressif chez les patients à haut risque cardiovasculaire, comme Sprint l'a montré, mais il met en doute lorsque on baisse de façon importante les patients. Et il faut dire qu'à la fin, il dit qu'il faudrait peut-être continuer à définir l'hypertension artérielle au-delà de 140-90 mm de mercure et ne pas le faire
à moins que ça. Et en conclusion, il y a Chang de cette étude de Clinical Journal American of Society of Nephrology de janvier 2019, sur le risque cardiovasculaire, il nous dit qu'il faut être à moins 130-80, il y a une certitude, il y a des études d'evidence-based medicine, pas de problème. Par contre, sur la maladie rénale chronique, les études, et surtout avec protéinurie, la baisse intensive de la pression artérielle, il n'y a pas assez d'arguments, ou il n'y a pas d'arguments forts pour pouvoir continuer à baisser de façon importante chez ces patients pour gagner sur la fonction rénale. Et je vous laisse le choix, parce que moi-même, jusqu'à maintenant, je suis en train de voir comment disons, faire la part des choses entre ces nouvelles recommandations. Et je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas de conclusion, disons, personnelle. Je laisse le choix à chacun, à partir de ce que j'ai dit, sur la baisse de façon importante ou non de la pression artérielle, surtout en cas de maladie rénale chronique, et je vous remercie. Alors merci beaucoup, professeur Ramdani, pour cette belle revue d'études et de recommandations de la place de la néphroprotection dans les nouvelles recommandations de l'hypertension artérielle. Et en raison de l'heure tardive, nous aurons donc le droit à une ou deux questions. Voilà, Madame Baïhia, s'il vous plaît, micro. Oui. Félicitations pour les deux exposés, pour avoir tenu toute la journée avec deux exposés. Bravo. C'est pas facile. Après le dîner d'hier. Bravo. Allah yakhlik lina, Sir Ramdani. Merci. Je reviens sur la question qui a été posée ce matin sur le double blocage avec deux Oui. ARA2 IEC. Tu viens de le dire, tu viens de le redire, tu l'as dit 3 fois cet après-midi sur le danger, parce que le risque c'est de baisser la tension chez le diabétique à moins de 12 avec un risque de décès, un taux de décès beaucoup plus important. Non, il est clair. L'étude on target était claire. Et ce que je veux redire, c'est que chez l'hypertendu, il est formellement interdit d'associer, si on veut traiter que l'hypertension artérielle, formellement interdit d'associer un IEC à un ARA2. Ça c'est clair, toutes les recommandations le disent, aussi bien européennes qu'américaines. Par contre, chez des patients chez qui on ne traite pas l'hypertension artérielle. On traite l'hypertension artérielle, c'est vrai, mais elle s'est normalisée et on a une protéinurie abondante. Nous, les néphrologues, disons qu'on continue à le faire, contrairement à ce que préconisent les cardiologues, parce que les cardiologues sont contre, continuons à le faire, mais disons qu'on le fait avec, disons, une surveillance plus accrue, plus importante sur la kaliémie, sur la baisse donc, du débit de filtration glomérulaire, et ça, ce sont des éléments importants. Et également, ça, ce qu'oublient souvent nous-mêmes, en tant que néphrologues, je le dis souvent aux résidents, c'est que s'il vous plaît, chaque fois que vous mettez quelqu'un sous IEC ou ARA2 ou association, dites-leur de les arrêter s'il y a des pertes digestives, s'il y a un risque de déshydratation. Parce que souvent on l'oublie de le dire, et ce sont ces patients, ces moments-là, qui dégradent leur fonction rénale, et c'est des malades qui risquent de ne pas récupérer dans certains cas. Professeur Lawel. Oui. Justement, professeur Ramdani, vous avez bien dit de signaler qu'il ne faut pas du tout faire l'association. Bon, l'étude en target, on a fait la preuve, mais je pense aussi que c'est l'étude altitude avec la Leskirène qui avait enterré vivant l'association. Au-delà du risque de l'hypotension, c'était l'hypercalémie, les mal suivis et les AVC. Et c'était pour la première fois qu'on associait des risques d'AVC avec la Leskirène, depuis, on n'en parle plus. Altitude, c'était, on a enterré vivant la double association. Tout à fait. Voilà, alors merci beaucoup. Et j'invite professeur Sqali donc, pour remettre le certificat de remerciement, donc de reconnaissance à professeur Ramdani au nom de la SMN et au nom de tous les néphrologues du Maroc. Donc, merci.